Les exigences sur le bâti neuf dépendent de la catégorie d'importance du bâtiment et de la zone de sismicité. Voilà, donc en zone 1 et pour un bâtiment de classe 1, pas aucune exigence particulière en ce qui concerne les Eurocode 8. Voilà, donc ça concerne en zone 2 les bâtiments de catégorie 3 et 4, donc que l'on va appliquer obligatoirement. Hein. On a le petit 3 là, en indice. En zone 3, les bâtiments de catégorie 2, on applique le PSMI pour les maisons individuelles. L'application est possible sous réserve du respect des conditions de la norme PSMI. Voilà, donc on remarque que suivant la zone et suivant le bâtiment, les exigences augmentent. Voilà, 3, les bâtiments 3 et 4. On voit qu'à partir de la zone 2, de toute façon, on applique l'Eurocode 8, c'est obligatoire. Voilà, avec certains coefficients en fonction, bien entendu, de la zone dans laquelle se trouve le projet. Donc, il y a un cas particulier, les établissements scolaires simples en zone 2. Les établissements scolaires sont systématiquement classés en catégorie 3. Cependant, pour faciliter le dimensionnement des bâtiments scolaires simples, les règles forfaitaires simplifiées PSMI peuvent être utilisées en zone 2 sous réserve du respect des conditions d'application de celle-ci, notamment en termes de géométrie du bâtiment et de consistance du sol. Alors pour le bâti existant, donc il y a une gradation des exigences en fonction du type de bâtiment. Donc le principe de base, l'objectif minimal de la réglementation sur le bâti existant, c'est de ne pas aggraver les choses. Hein. Donc on évite d'aggraver la vulnérabilité du bâtiment. Si on souhaite améliorer le comportement du bâtiment, l'Eurocode 8.3 permet au maître d'ouvrage de moduler l'objectif de confortement qu'il souhaite atteindre sur son bâtiment. S'il réalise des travaux lourds sur son bâtiment, sous certaines conditions de travaux, la structure modifiée est dimensionnée avec les mêmes règles de conditions que le bâti neuf, mais en modulant l'action sismique de référence. Si le maître d'ouvrage crée une extension avec joint de fractionnement, l'extension désolidarisée par un joint de fractionnement doit être dimensionnée comme un bâtiment neuf. Donc, construire parasismique, donc au niveau de l'implantation, il faut déjà veiller à une implantation adaptée, j'allais dire, une étude géotechnique spécifique, effectuer une étude de sol pour connaître les caractéristiques du terrain, caractériser les éventuelles amplifications du mouvement sismique. Donc, comment se protéger des risques d'éboulement et de glissement de terrain? Il faut s'éloigner des bords de falaise, des pieds de crête, des pentes instables. Le cas échéant, consulter le plan de prévention des risques sismiques de la commune quand il existe. Voilà, donc on va absolument éviter de mettre la maison en bas là, par exemple. Tenir compte de la nature du sol, privilégier des configurations de bâtiments adaptées à la nature du sol, prendre en compte le risque de liquéfaction du sol, c'est la perte de capacité portante. Voilà, j'ai un bâtiment rigide, massif, qui risque de poser problème, alors qu'un bâtiment souple et élancé va mieux résister à une onde sur du rocher. Par contre, sur du sol mou, le bâtiment rigide et massif va mieux résister qu'un bâtiment souple et élancé. Voilà, donc il faut tenir compte de la nature du sol. Au niveau de la conception, il faut toujours privilégier des formes simples, privilégier la compacité du bâtiment, limiter les décrochements en plan et en élévation, fractionner le bâtiment en blocs homogènes par des joints parasismiques continus. Voilà, donc on évite de faire des bâtiments en U en un seul morceau, mais plutôt le faire en 3 morceaux, et ça marche. Enfin, en 3 morceaux comme ci ou 3 morceaux comme cela, ça marche aussi. Voilà. En hauteur, c'est la même chose. J'évite de faire un bâtiment comme ça. Je vais plutôt faire
un premier parallélépipède plus petit et un deuxième parallélépipède plus grand, par exemple.